Je me présente rapidement, Xavier Nodo. Je travaille in-house aujourd'hui dans un grand groupe de tabac. Voilà. Mais historiquement, pendant 10-11 ans, j'ai bossé dans des agences, dans différents groupes. J'ai bossé avec pas mal de secteurs d'activité assez différents. Comme ça serait peut-être mieux. Voilà, donc je fais pas mal d'enseignements aussi. Je bosse à la fois dans le Web Analytics et dans le SEO. Aujourd'hui, je fais surtout la BI. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui va surtout tourner autour de l'utilisation des données SEO dans une utilisation un peu différente de ce qu'on a pu voir aujourd'hui et hier. On est vraiment dans comment est-ce qu'on va détecter, comment est-ce qu'on va analyser qu'on a des problèmes, plutôt que de se dire, bon, bah, comment est-ce qu'on va optimiser. C'est un autre pan, mais c'est totalement complémentaire à ce que vous avez pu voir. Première chose, c'est que je vais utiliser la Google Search Console. Alors, est-ce que tout le monde connaît la Search Console ici à peu près? Je pense qu'il y a eu quelques conférences dessus hier et aujourd'hui. Premier élément, c'est les dates. On a un petit historique quand même, parce qu'aujourd'hui, et surtout cette année, on commence vraiment à beaucoup parler du sujet. Mais il faut savoir que ça remonte à 2005. 2005, on lance à l'époque Google Webmaster Tools. Alors je vois quelques boomers dans la salle qui vont peut-être s'en rappeler. Hein. À cette époque-là, je crois que j'avais même pas mon bac, hein, donc voilà. On a eu quelques évolutions dans le temps. Les rapports de performance, par exemple, ne sont pas arrivés tout de suite. Au début, on avait juste les notions de position avec des mots-clés. Puis ça a évolué avec des pourcentages. Donc imaginez, vous avez votre top mot-clé qui est affiché avec des pourcentages. Ne demandez pas combien, ne demandez pas quoi que ce soit, c'était juste des pourcentages. Donc totalement inutilisable. Puis ensuite, alors regardez, 5 ans plus tard, hein, on a enfin le nombre de clics et d'impressions, mais on a une liste de keywords qui est relativement ridicule. Et on commence à voir les pages. C'est-à-dire qu'on sait enfin avec quelle page est-ce qu'on va encore pouvoir avoir des clics et des impressions. Et l'événement majeur qui fait que les gens ont commencé à s'intéresser à Search Console. Avant, c'était quoi? Voilà, on pouvait uploader notre sitemap, on pouvait avoir des informations là-dessus. Mais le vrai choc, c'est lorsque Google a décidé de supprimer le paramètre Q dans ses URL référeurs, qui nous donnait l'information de quelle était la query, donc quel était le keyword que les gens utilisaient pour accéder à votre site. Donc historiquement, dans Google Analytics, vous aviez l'information du keyword qui était utilisé pour générer du trafic SEO, qui a été remplacé aujourd'hui par, tout le monde le sait, le Not Provided, mais qui est une traduction de Google Analytics. Et c'est à partir de ce moment-là que les gens ont commencé à s'intéresser et à faire des études et à utiliser l'outil Search Console, puisque en 2015, donc 3-4 ans plus tard, on a l'API Performance qui sort. On avait déjà eu une API qui était sortie au préalable, mais c'était plus pour automatiquement envoyer des sitemaps, les uploader, etc. Là, on est vraiment sur la partie performance, donc impression, clic, position de vos pages et de vos mots-clés. Donc on a une première version 2015 qui sort avec 5000 lignes. Donc à ce moment-là, de toute façon, on était content, puisque depuis 2011, on n'avait absolument plus rien. Et en 2017, arrive la fameuse Google Search Console que tout le monde connaît. Alors, une transition qui n'a d'égal peut-être que la transition GA4 qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on nous impose un nouveau design, on nous impose certains éléments, mais en fait, il faut retourner dans l'ancienne interface pour récupérer les anciens systèmes comme les suppressions d'URL à l'époque, les systèmes de crawl, tout ça. Donc on a eu une transition, ça a été assez flottant entre 2017 et 2018. 2018, l'API est améliorée, on passe du coup à 25 000 lignes, et ça va rester à ce niveau-là jusqu'à aujourd'hui. Mais surtout, l'événement majeur, c'est les 16 mois de données. C'est-à-dire qu'on a vraiment évolué pour non pas regarder les données des derniers mois, mais de regarder les données qui nous arrivent maintenant et ce qui s'est passé le trimestre de l'an dernier. Donc ça a été vraiment un événement majeur qui s'est terminé en 2021 par l'ajout des expressions régulières dans l'interface utilisateur, qui est vraiment une avancée majeure. Pour ceux qui n'utilisent pas trop les expressions régulières, peut-être pas, mais sachez qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce qui permet d'aller beaucoup plus loin. Si je prends la conférence de David hier, qui mentionnait par exemple les types d'expressions régulières que vous pouvez utiliser, si vous avez un ensemble de questions, qui, quoi, comment, etc., que vous pouvez utiliser dans une seule ligne et qui vous permet de sortir toutes les phrases, tous les mots-clés qu'il va y avoir uniquement sur des questions. Donc c'est-à-dire qu'on a vraiment décuplé la capacité d'analyse des données de la Search Console. Alors si vous voulez en savoir plus, je vous ai mis un petit lien, un QR code, vers un document qui est sorti chez Abondance cette semaine par Sandrine, et je vous invite à le regarder. Donc ça c'est juste un petit screenshot pour voir à peu près à quoi ça ressemble aujourd'hui, pour vous donner un exemple sur un mot-clé, voilà à quoi ressemble l'interface, pour être sûr qu'on parle de la même chose. Sinon vous n'êtes pas dans la bonne salle, ça c'est notre problème. Ok, du coup, pourquoi la Search Console? Parce que vous allez me dire, oui mais la performance aujourd'hui on peut la mesurer de plein de manières différentes. Première chose,
Alors, ça va peut-être être le seul avis un peu personnel que je vous partageais ici. Vous avez tous entendu parler de la RGPD, GDPR, ce genre de choses-là. Je vous laisserai lire ce que j'en ai commenté. Mais en gros, on arrive devant de plus en plus de limitations. Et le problème, c'est que ça fait la part belle aux acteurs qui étaient déjà présents sur le marché. Google, Facebook, Amazon, etc. Et disons que ça va être de plus en plus compliqué de créer des nouveaux outils qui vont pouvoir collecter de l'information et vous aider à mesurer la performance de vos sites, sur des mots-clés, sur Google, principalement. Deuxième élément, pourquoi est-ce qu'on n'est pas parti sur Google Analytics? C'est que Google Analytics, ça ressemble de plus en plus, non pas à un gruyère, parce qu'il n'y a pas de trou dans le gruyère, mais à un emmental, puisqu'on a de moins en moins d'informations avec le JS qui est bloqué avec des outils comme Ghostery, des problématiques de cookies qui sautent et du coup des mauvaises attributions de trafic avec ITP, ETP sur les browsers Safari et Mozilla. Et aussi le fait qu'il y a un énorme biais qui existe sur GA dans la version actuelle, qui d'ailleurs sera corrigé par GA4. Allez, je lui fais une petite fleur. Qui est l'attribution du trafic au last click non direct. C'est-à-dire que par exemple, si je viens en SEO et qu'ensuite je fais un accès direct, cette deuxième visite ne sera pas affichée en tant que trafic direct, mais trafic SEO sur GA. Donc si jamais vous venez en accès direct sur un espace connecté, vous allez avoir du trafic qui arrive sur un espace connecté, ce qui est purement impossible. Donc c'est pour ça que GA n'est pas le bon outil, à mes yeux, pour faire de l'analyse de performance SEO aujourd'hui, et depuis quelques années. Mais bon. Troisième élément sur la qualité des données. Alors on pourrait parler des outils tiers, SEMrush, Ahref, etc. Il s'avère que ça va être de plus en plus compliqué de récupérer les informations auprès de Google. Pourquoi? Parce que ces outils tiers consomment énormément de ressources auprès de Google. Et Google a clairement affiché qu'aujourd'hui, on va arriver sur une drastique réduction de leurs coûts. Et ça va passer à la fois sur le crawl, mais aussi sur la capacité à livrer de l'information aux utilisateurs. Donc à partir du moment où vous allez commencer à détecter que vous amusez à scraper, vous amusez à faire des choses en masse, et quand je dis en masse, c'est pas parce que vous faites 100 requêtes que ça va être problématique, hein. On parle de millions de requêtes. Wink wink, some personne dans la salle. Vous allez commencer à peut-être avoir des petits messages qui vont vous dire les copains, vos IP là, on va les cramer en bloc. Donc du coup, la qualité des outils tiers peut aussi s'avérer assez limitée vis-à-vis de toutes les informations de ranking notamment. Et enfin, une question de coût. Alors, vous pouvez surveiller des gros volumes de mots-clés. Alors, il y a des très bons outils pour ça. D'ailleurs, il y a un très bon sponsor aujourd'hui qui est là pour ça. Cependant, il va y avoir quand même quelques limitations en termes de coûts, suivant le secteur. Il peut y avoir des secteurs où les revenus sont nettement inférieurs au nombre de mots-clés que vous allez devoir monitorer, et du coup, les coûts vont être exponentiels. Ou alors, vous avez un deuxième cas, c'est que, et c'est peut-être un peu moins travaillé, on va vouloir associer à un mot-clé une URL. Pourquoi est-ce que c'est important? Ça va être important quand vous travaillez par exemple avec des sites internationaux, où vous allez avoir un site pour chaque pays. Vous n'avez peut-être pas forcément envie que le site allemand se référence en première position en Suisse alémanique. Parce que du coup, vous n'allez pas indiquer le bon site à l'utilisateur. Ça va créer des taux de rebond supplémentaires et vous allez perdre d'un point de vue e-commerce. Donc tout ça pour vous expliquer pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je vais passer par Search Console, puisque Search Console va faire fi un peu de tous ces inconvénients qu'on va avoir. Ça ne sera pas idéal, mais ça va enlever les inconvénients majeurs. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on va parler de l'API? Parce que, alors, on vous a déjà parlé de l'interface utilisateur, lui, hier, notamment, encore une fois avec David. Pourquoi est-ce que je vais travailler avec l'API? Parce qu'il y a plusieurs avantages qui ont été nommés, et pardon, par Olivier Dufay aussi, sur, par exemple, la limite. On vous parle de la limite de 1000 lignes qui sont disponibles sur l'interface. L'API, la limite est à 25 000, mais surtout, le vrai problème va être sur les quotas, le nombre de requêtes que vous allez pouvoir faire par jour et par propriété de la Search Console. Là, ici, vous allez pouvoir dépasser ça assez facilement. Deuxième point, c'est le stockage. Quand vous commencez à utiliser l'API, vous récupérez, entre guillemets, de la donnée physique dans vos mains, vous pouvez les placer où vous voulez. Donc du coup, si vous avez des systèmes automatiques qui se mettent en place, vous pouvez stocker ça sur Google Sheets, vous pouvez stocker ça sur BigQuery, AWS, n'importe quoi. Vous avez la notion de transformation. La data, c'est bien. La data enrichie, c'est mieux. Aujourd'hui, je vais vous prendre juste un exemple. Si vous extrayez la notion de pays sur la Search Console, aujourd'hui, l'extrait, c'est un format 3 digits. Donc c'est un ISO code, mais en 3 digits, que vous n'allez voir absolument nulle part. Tout le monde parle de 2 digits, donc c'est-à-dire par exemple pour la France, ça va être FR, pour l'Angleterre, ça va être GB, etc. Le système, par défaut de la Search Console, ne me demandez pas pourquoi, fonctionne en 3 digits. Donc typiquement, ça va être un enrichissement qui va être hyper important à réaliser. Et enfin, l'analyse détaillée, pareil, ça a été présenté hier.
le fait que si jamais je veux analyser plusieurs mots-clés et les pages qui sont associées, est aujourd'hui impossible dans l'interface utilisateur. Donc, en extrayant cette data, vous pouvez très facilement avoir cette information-là au sein d'un dashboard. Du coup, comment est-ce qu'on se connecte à l'API? Parce que c'est un peu le sujet. Premièrement, je vous ai parlé de Google Sheets. Donc, on a parlé hier de plugins qui pouvaient être utilisés pour ça. Plugins qui vont très très bien fonctionner, hein, si jamais. Vous allez avoir des connecteurs natifs, donc les connecteurs que ce soit Data Studio, Supermetrics, etc., qui vont vous permettre d'obtenir l'information. Alors après, on va commencer à atteindre d'autres limites, mais ça vous permet déjà d'avoir une avance par rapport à la limite des 1000 URL et le croisement des données sur l'interface utilisateur classique. Là, on va commencer à rentrer dans le dur, c'est quand on va commencer à parler de code. Quand vous allez essayer de faire du Python, du R, etc., c'est là où ça va être intéressant, puisque vous allez réellement pouvoir mettre en place un système d'automatisation. Je vous arrête tout de suite, hein, c'est pas à vous de coder, qu'on soit d'accord. Quand je dis qu'on va utiliser du Python, c'est pas nous. On va aller sur Fiverr, on va aller sur Upwork, on va mettre un billet de 500 balles et on va choper le code. Okay, et enfin, les SAS. Alors là, par contre, ça va pas être le même prix. Hein. Je donne deux exemples, Airbyte ou Fivetran. Pour avoir testé les deux pour cette conférence, Airbyte, ça va être bien, mais dans un certain cadre. Ça va vous coûter peut-être 200 à 300 balles par an, quelque chose comme ça, pour un site qui peut faire du 5 millions de clics par mois. Donc je pense qu'on en couvre pas mal de personnes dans l'assemblée. Fivetran, on va rajouter 1 ou 2 zéros. Donc c'est à vous de voir. Le seul avantage que vous allez avoir avec ces outils-là, c'est qu'il n'y a réellement aucun souci à se faire. Si vous le pluguez, vous regardez le truc tourner tout seul. Quand vous allez faire votre propre code, le problème c'est que le code peut casser, l'API ne peut pas fonctionner, le truc ne peut pas tourner, etc. L'avantage de passer par un SAS, c'est que le jour où ça ne marche pas, vous faites toc toc toc, bonjour, je veux le service clientèle, et puis vous gueulez autant que vous voulez. C'est vous qui voyez. Quelques conseils du coup par rapport à l'API. Première chose, c'est que c'est pas parce que vous connaissez la Search Console que vous saurez utiliser l'API. On a un fonctionnement qui est drastiquement différent. On entre dans un univers où vous devez comprendre la notion des data, comment est-ce qu'elles sont organisées entre elles, et du coup, quelles sont leurs relations, les biais, et qu'est-ce que vous avez le droit de faire ou pas faire. Plus précisément, la première chose que vous devez comprendre, c'est les modèles d'agrégation. Alors c'est quelque chose dont on ne parle quasiment jamais sur la Search Console, mais vous avez deux niveaux auxquels les données vont s'agréger. C'est-à-dire que vous allez avoir le niveau de domaine. Typiquement, quand vous arrivez sur la Search Console, le premier chiffre que vous voyez tout en haut, c'est l'agrégation de domaine. Vous avez la totalité de l'information. Vous allez ensuite avoir le niveau d'agrégation de page, où là, vous allez lui demander d'exploser la donnée à un niveau beaucoup plus fin, et c'est là où l'échantillonnage arrive. C'est là où vous allez avoir les 40 à 60% de perte de données dont tout le monde parle. Okay, deuxième point, alors justement, je continue sur ce 40 à 60%, c'est à vous de voir comment est-ce que le verre est rempli, mais pour le coup, pour avoir travaillé dans d'autres systèmes de données, avoir même ne serait-ce que 40% de la donnée disponible, vous rend beaucoup plus précis que la majorité des systèmes d'information qui sont utilisés pour prendre des décisions en entreprise. Donc au final, je considère que c'est déjà mieux que zéro avec GA, mais dans tous les cas, ça reste une information qui est assez riche. Cependant, même avec seulement 40%, vous allez avoir énormément de déchets. Dès qu'on va se situer en page 7, 8, etc., sur des mots-clés à très faible volume, c'est là où on va commencer à avoir énormément de bruit autour de l'information que vous allez récupérer, et du coup, il va falloir apprendre à la filtrer. Alors, on parle d'API. Le choix que j'ai fait pour cette conférence, c'est d'utiliser le Google Cloud Platform. Pourquoi? Parce que, vous allez voir, c'est une question de coût, de simplicité, et surtout parce que c'est l'outil que j'utilise au travail. Alors, comment la donnée est structurée? On a parlé des différents types d'agrégation. Qu'est-ce que ça donne concrètement? L'agrégation niveau site ou domaine, ça veut dire que vos impressions vont être dédupliquées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez plusieurs URL qui rankent sur le même mot-clé, vous n'aurez compté qu'une seule impression. Les clics seront dédupliqués également, puisque on est d'accord que le CTR, donc le click-through rate, ne peut être que de maximum 100%. Donc même si vous avez plusieurs pages qui s'affichent, que vous en cliquez sur une, vous arrivez sur la page, vous revenez, vous cliquez sur une autre, vous n'aurez qu'un clic, une impression qui seront comptabilisées. On verra après que par contre quand on va au niveau page, chaque page peut avoir un clic maximum et une impression avec. Donc du coup, si on refait le même scénario de je clique, je vais sur le site, je reviens, je clique sur un autre lien, chacun va avoir un clic et une impression pour avoir un CTR de 100%. Par contre, la version site nous dira un clic, une impression et non 2 et 2. Et la position maximum, c'est le meilleur ranking qui est toujours présenté à ce niveau-là.
Donc si jamais vous regardez le détail des keywords au niveau du site, vous aurez à chaque fois la meilleure position. Ce qui peut quelque part induire en erreur parce que vous allez vous dire, je reprends l'exemple allemand, je suis toujours premier. Le problème c'est que c'est le répertoire allemand maintenant qui passe devant le répertoire suisse-allemand. Donc ça va être problématique. Au niveau de la page, oula, oui, je vais accélérer. On va avoir l'impression qu'il va être à l'URL, comme je viens de dire. Les clics, pareil, au niveau de l'URL. Le seul inconvénient que vous allez avoir, c'est que comme on est sur chaque URL, vous n'allez pas pouvoir agréger cette donnée pour vous dire, si je cumule toutes ces performances de page plus keyword, je vais avoir mon total que j'avais au niveau domaine. Non, parce que vous allez enlever toute la partie des duplications. Et d'ailleurs, je vous montre un exemple ici. J'ai pris l'exemple sur un site de jeux vidéo, dont le nom est Hearthstone Deck. Si je regarde au niveau du keyword dans l'interface utilisateur avec une agrégation au domaine, il me dit qu'il y a 6265 clics et on voit bien que en dessous, si je prends le rapport au niveau page, donc sur les URL, on va avoir un total de 6273 clics qui vont apparaître. Donc on a plus de clics en bas qu'en haut. Pourquoi? Parce qu'on a eu les systèmes d'aller-retour qui ont eu lieu. Donc on voit bien qu'il y a une déduplication qui est faite. Et je pense que pour les impressions, il n'y a même pas besoin que je détaille. Vous voyez très bien qu'on est à 10 600 et quelques. Et là, on est au moins 18 000 juste avec les deux premiers résultats. Est-ce que c'est à peu près clair cette histoire des agrégations? Parce qu'elle est extrêmement importante si vous voulez travailler sur ces datasets plus tard. Du coup, concrètement, vous avez réussi à trouver un développeur sur Upwork ou quoi que ce soit, il vous a fait le code pour taper dans l'API, il récupère la donnée, mais la question qu'il va vous dire, c'est ok, je veux bien faire le travail, mais qu'est-ce que je dois créer comme table? En fait, je vous la donne rapidement. Vous allez avoir une table au niveau du domaine, donc vous ne récupérez que la data globale du site, pour savoir sur une journée combien j'ai eu d'impressions, combien j'ai eu de clics, point. Vous faites la même chose ensuite, toujours une agrégation de niveau domaine, mais cette fois vous pouvez rajouter le keyword. Du coup, vous allez avoir à chaque fois à ce niveau-là la meilleure position, le nombre d'impressions dédupliquées, le nombre de clics dédupliqués. Et enfin, vous travaillez avec le niveau page pour avoir la granularité pour chaque page, sur quel keyword, dans quel pays et sur quel device est-ce que ça a été généré. Concrètement et physiquement, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Vous allez avoir du coup les clics et impressions, éventuellement le CTR et les positions. Donc ça, c'est les 4 métriques qui vont vous intéresser. Et ensuite, vous allez avoir country, date, device, query, page, website type. Tout ça, c'est ce qui va faire votre table la plus granulaire, à savoir la page. Pour les deux autres, c'est très simple. On va demander un champ en moins, et puis encore un champ en moins. Ok? Vous trouvez ça forcément à la fin. Maintenant, où est-ce qu'on en est? L'idée, c'était de vous montrer une salle qui vous fasse un peu peur, en mode c'est quoi ces signes, ça va partout. Non, en fait, c'est relativement simple. Quand vous regardez à gauche, c'est ce qu'on appelle le Google Scheduler. C'est une interface où vous rentrez une date, une heure et un message. Et vous dites, voilà, toutes les semaines ça doit tourner, tous les jours ça doit tourner. Le scheduler va communiquer avec ce qu'on appelle PubSub, qui lui va s'occuper d'envoyer un message et d'activer le code Python. En l'occurrence, on va en avoir 3 en parallèle qui vont tourner pour avoir les 3 tables à créer. Ces tables-là vont aller communiquer avec l'API de GSC, qui va renvoyer les informations qu'on a demandées, et ensuite la fonction s'occupe d'envoyer ça sur BigQuery. Donc en gros, votre développeur, vous lui montrez la table que je lui ai montrée avant, vous lui expliquez ce cheminement, il vous fait le code tout simplement. Il saura le faire. Vous n'avez pas besoin de savoir coder en Python. Ok? Et si je peux me permettre, ça c'est ce que j'avais suivi en janvier. En janvier, j'avais suivi ce modèle-là, et je me suis aperçu que le système n'était pas assez robuste. Du coup, voilà ce que j'ai fait. J'ai rajouté un système dans le Cloud Function, donc j'ai demandé au développeur de regarder dans BigQuery à chaque fois qu'il tourne quelle était la dernière date disponible pour m'assurer que je ne loupe pas des jours. Il est possible que l'API ne réponde pas. Il est possible que votre code ne tourne pas. Donc il faut toujours penser à un code de sécurité supplémentaire. Donc typiquement là, je vais aller regarder à chaque fois dans BigQuery quelle est la dernière date et je fais la différence entre la dernière date disponible et la max date que je lui demande. Et de la même manière, on peut créer une sorte de sauvegarde intermédiaire si jamais on veut reconstruire sa base un jour. Imaginez, vous récupérez les 16 derniers mois, et puis à un moment vous avez un problème, vous devez détruire votre table. Vous faites comment? Parce que les 16 mois que vous avez pris l'an dernier, vous allez les perdre. Alors que si vous avez un système intermédiaire qui va, lors du code Cloud Function, stocker des fichiers CSV dans Google Cloud Storage, donc imaginez juste, c'est juste vous sauvegardez sur votre C, dans Program File ou n'importe quoi, vous sauvegardez et ensuite lui il est chargé d'envoyer ces données dans BigQuery. Vous créez une sauvegarde intermédiaire de sorte que si un jour vous voulez reconstruire votre table, vous pouvez le faire n'importe quand et vous n'avez pas perdu vos 2-3 années de données.
Donc c'est des petites choses comme ça qu'il faut réfléchir. C'est comment est-ce qu'on passe de ce que j'appellerais un code SEO, donc je fais un code qui fonctionne, à un code robuste qui déjà a un peu plus de réflexion sur quels sont les dangers, qu'est-ce qui peut arriver à ma donnée. Donc préoccupez-vous aussi de ce qui peut arriver à votre donnée. En toute transparence, donc ça c'est le dernier code que j'ai mis en place, donc juste pour vous montrer les coûts qu'il va y avoir par rapport à ça. Comme vous pouvez le voir, je me suis assez ruiné là-dessus, puisque lors du déploiement, donc récupération des 16 mois et création des 3 tables, ça m'a coûté à peu près 10 balles. Sachant qu'on parle d'un site qui fait 5 millions de clics par mois. Je ne sais pas si vous imaginez la taille que ça représente. On est sur du 10 gigas, hein, sur la table la plus conséquente, à savoir la table page. 10 gigas, ça me coûte 10 francs par mois. Et si ensuite vous regardez, juste pour qu'il tourne et qu'il récupère tous les jours les données, on est là peut-être à allez, 1 balle, max. Et ensuite, CHF euros, c'est pareil, hein, vous inquiétez pas. D'ailleurs, le CHF est passé devant, hein, merci. Et enfin, la mise en place du code que je vais vous montrer, qui est une surcouche en fait, d'analyse de données sur la donnée Search Console, c'est à peu près sur un coût à 4 francs par mois. Donc, le but était surtout de casser le mythe que c'est complexe, ça coûte cher, je ne peux pas le faire, parce que je n'ai pas les compétences. Non, 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 non. Je n'ai pas codé une ligne de Python. J'ai dû sortir quelques billets, oui. Mais en dehors de ça, vous avez un très bon article qui a été fait par Nicolas Chollet qui vous explique la base. Ce que je viens de vous montrer, alors c'est le code de base, mais vous aurez ça dans son article et tout est expliqué. Vous avez même un code GitHub pour ceux qui sont un peu plus techniques et que ça intéresse. Ok ? Du coup, quelques conseils pour l'utilisation de GCP. Premier conseil, c'est, je vous ai parlé, ce que vous voyez à droite là, le country ISO 3 digits, c'est la manière qu'a Search Console dans son API de présenter le pays, la notion de pays. Je vous conseille de créer une table de référence que vous allez croiser avec votre table pour lui rajouter le 2 digits et le nom du pays, en clair. Pourquoi est-ce que je ne prends pas que le nom du pays? C'est qu'en fait, si vous utilisez Data Studio et que vous utilisez le 2 digit code, il n'y aura pas de problème d'accent, de S, d'espace, de tiret qui ne va pas être compris pour afficher sur une carte, par exemple. Avec ça, ça va fonctionner parfaitement. Donc, gouverner, c'est prévoir. En l'occurrence, quand vous travaillez dans la data, vous devez toujours anticiper l'output que vous allez avoir, en l'occurrence Data Studio. Et dans Data Studio, et même dans Power BI et dans d'autres outils, si vous voulez travailler sur les pays, idéalement, vous avez ce système de digit code qui fonctionne de manière internationale, cross-product, tout ce que vous voulez. Ok ? Une dimension que j'aime bien rajouter, mais ça c'est vraiment spécifique à mon activité, c'est qu'on a des sites qui sont destinés à des pays spécifiques, pour des raisons légales. Du coup, on évite de regarder les impressions et les clics qui se passent ailleurs, parce que ça pollue. Donc imaginez ça x 80 sites, c'est vite compliqué de faire des règles un par un. Donc ce que vous faites, c'est que de la même manière que vous y avez votre table, vous faites une table avec le nom de domaine de votre site, vous mettez en face le 2 digit code du pays ciblé, et vous croisez, et vous créez une nouvelle dimension qui va dire bah oui c'est le bon pays, ou non c'est pas le bon pays en fonction du site. Et comme ça, ça va accélérer votre analyse, et surtout vous allez arrêter de vous préoccuper d'avoir perdu 10 places à Bali. Enfin, et ça c'est plus, alors là on est vraiment sur la partie purement technique, sur les consignes à donner aux devs. Typiquement, vous devez séparer deux choses, le pool des 16 derniers mois, et le rajout récurrent tous les jours de data. Si à chaque fois vous récupérez les 16 derniers mois, vous essayez de faire la différence, votre budget il va exploser. Hein. Imaginez, ça va être 10 balles, mais par jour. Donc ça peut vite être important. Donc pensez à ça, de bien séparer la manière dont vous récupérez la donnée. C'était juste pour un petit point technique. Je vais terminer sur l'output. Donc on a parlé de pourquoi est-ce qu'on le récupère, comment est-ce qu'on l'envoie. Maintenant on va voir qu'est-ce qu'on en fait de cette data et qu'est-ce qu'on en a fait dans ce cas présent. Encore une fois, un petit lien, voilà, je fais encore de la pub pour des copains. Vous avez Mehdi qui fait un super blog sur tout ce qui est Data Studio, Analytics aussi tout court. Il donne plein de tips là-dessus, donc n'hésitez pas à aller regarder. Et ça, c'est un screenshot du dashboard que je vais vous montrer juste après si j'ai le temps, que j'ai fait à travers les données. Donc ça vous voyez, c'est l'interface de GSC par défaut que j'ai reproduit, mais c'est pas ça le plus intéressant. Du coup, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Première chose, j'ai voulu créer un outil qui permet de surveiller. C'est-à-dire que on va vouloir s'intéresser à, ok, c'est quoi ces pics ou c'est quoi ces baisses? Et c'est là qu'il y a un premier biais, c'est que quand vous faites de l'analyse, vous vous dites toujours, ah, je vais me concentrer sur j'ai perdu beaucoup de trafic, j'ai gagné beaucoup de trafic. Mais personne ne se dit, tiens, j'ai fait plus 0% de trafic, ok, c'est bon, je passe à autre chose.
En fait, ce qui se passe, c'est que très souvent, vous avez des systèmes de compensation. Donc vous allez avoir des pages qui vont augmenter, d'autres qui vont baisser, la somme va faire 0 et vous allez dire tout va bien. Sauf que le réel problème, ce sont les pages qui vont lentement glisser en termes de ranking, qui vont être compensées peut-être par d'autres pages, pas forcément les mêmes, enfin pas forcément dans la même catégorie, et du coup vous allez complètement passer à côté, et vous allez devoir attendre que les clics se cassent la gueule pour enfin dire « Ah, tiens, j'ai un problème ». Alors que potentiellement, ça fait 2 semaines que le ranking glisse de 0,3, 0,3, 0,3, 0,3 avant de passer en 3e, 4e page, etc. Deuxième point, analyser. Donc, quand vous avez votre donnée qui est classifiée, l'idée, et c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent dans tous les outils maintenant qu'on va avoir, c'est de classifier votre site suivant des thématiques, suivant des URL, tout simplement. Donc, est-ce que j'ai une catégorie bricolage, est-ce que j'ai une catégorie ustensiles de jardin, meubles, etc. De la même manière, vous allez catégoriser votre donnée pour identifier où est-ce que les hausses ou les pertes arrivent. Mais surtout, vous ne les cumulez pas. Vous les séparez, comme je l'ai fait là, entre le négatif en bas et le positif en haut. Et enfin, prioriser. C'est bien de voir qu'on a des hausses et des baisses, mais si on a beaucoup de baisses sur des petits mots-clés à faible volume, peut-être que ce n'est pas intéressant. Peut-être qu'on a plus intérêt à aller se focaliser sur des choses plus intéressantes. Donc on met en place un système de filtre pour récupérer une partie du site. Donc là, en l'occurrence, c'était la partie, si je reprends la slide d'avant, c'était la partie WoW qui a énormément baissé. Si je prends ici, j'ai filtré sur WoW, donc je n'ai que les URL du registre WoW. J'ai filtré sur les USA parce que c'est le marché cible principal. Et du coup, ça me met dans l'ordre les URL aux US, les mots-clés concernés, toutes les URL, sur quel device et où est-ce que j'étais, où est-ce que je suis maintenant, et en termes de priorité, où est-ce que je dois regarder pour travailler en premier. Donc l'idée, c'est comment est-ce que je passe d'une vue très high level à très rapidement descendre sur le problème, c'est ce mot-clé, ces mots-clés, cette catégorie sur le site et ces pages-là. Donc vous pouvez très rapidement, en l'espace de 5 minutes, même pas, fondre sur le problème. Du coup, je vous montre en live. Ouais, je suis bon, je suis dans le temps. Non, peut-être pas quand même. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Donc, j'ai récupéré les datas au niveau du domaine, donc pour avoir la totalité des impressions et des clics sur ce site. Donc, le site, c'est Icy Veins. C'est un gros site qui couvre des jeux vidéo, des guides de jeux vidéo, univers Blizzard, etc. Peu importe. La seule chose à savoir, c'est que c'est un contenu qui est essentiellement froid. Il y a un peu de contenu chaud, mais c'est essentiellement du contenu froid qui est peut-être updaté tous les 3 à 6 mois, quelque chose comme ça. L'outil nous permet donc de choisir un device ou une country, si jamais on veut sélectionner un marché en particulier et un appareil. Et ce qui va vous donner... Alors, attendez, je vais aller sur l'autre page avant. Tac. Par défaut, il vous donne les stats de la semaine précédente. Et sur la semaine précédente, il vous dit qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et là, en l'occurrence, on voit que la semaine dernière était relativement positive pour toutes les catégories. Du coup, ça ne va pas trop nous intéresser pour l'exemple. Je n'ai pas fait exprès, c'est updaté mercredi. Je vais plutôt utiliser la deuxième partie qui va nous intéresser, parce qu'on a rendu le dashboard dynamique. C'est-à-dire que là, je peux choisir n'importe quelle date, et on a un connecteur qui est un peu plus avancé, c'est un connecteur avec toute la requête SQL de la logique, qui va retravailler et nous recalculer tout ça pour une semaine que je choisis dans le passé. Donc c'est-à-dire que je connecte n'importe quelle Search Console à tout le système qu'on vient de voir là, et je peux faire un audit de ce qui s'est passé sur les 7 derniers mois, en me basant sur la courbe que vous voyez ici, en disant en fait je vais aller voir ce qui s'est passé à tel endroit. Et juste pour continuer sur l'idée du le plus 0, moins 0, personne ne va regarder, je vous propose d'aller regarder ce qui se passe ici, où tout le monde peut voir que c'est relativement plat, qu'il ne se passe absolument rien. Ah, voilà. Entre le 4 et le 10 juillet de cette année. Donc je vais changer la date. Pas déconner non plus. Gentil. On va attendre qu'il charge. Donc là, il fait la requête en live sur BigQuery pour recalculer. Il a déjà calculé en fait. Et on voit que malgré une apparence flat en termes de clics et d'impression, on a eu beaucoup de mouvements. Ce qui veut dire que ce n'est pas parce qu'il ne se passe rien dans GA ou sur le total clic impression qu'il ne se passe absolument rien sur votre site. Les signaux faibles, c'est là que vous allez les trouver. Et c'est pour ça qu'il faut à la fois un suivi hebdomadaire, où vous allez passer 5 minutes à regarder ce qui s'est passé, mais également un suivi de manière ponctuelle pour pouvoir regarder ce qui s'est passé dans le temps quand vous récupérez un compte ou autre chose. Et du coup là, on peut voir qu'encore une fois, WoW s'est pris un cacheton.
Donc si on descend, on a les stats à chaque fois de chacun des jeux. Donc on a découpé en 10 catégories sur le site. Ok, ouais. Je termine juste ça. On a une 11e catégorie pour autres de tout ce qu'on n'a pas catégorisé dans les trucs. Et là, regardez, on a aussi cette petite box là, où vous pouvez choisir de dire, ah en fait, j'ai rajouté un nouveau jeu, j'ai rajouté Hearthstone. Qu'est-ce que ça donne? Ben, il va tout recalculer, et il va vous donner les performances d'Hearthstone, qui va enlever de Other, puisque ce n'était pas une catégorie qui existait, et qui va venir se rajouter, ça charge gentiment, qui va venir se rajouter dans notre tableau au-dessus, et promis, après, je fais la question bug. Allez. Bon, les données sont déjà affichées de toute façon. Mais voilà, ça va automatiquement aussi se rajouter dans le tableau comme une 12e catégorie. Ah bah voilà. On a la 12e catégorie, Hearthstone, qui est venue se rajouter ici, et tout a été recalculé en live. Donc en termes de possibilités, end-to-end, vous avez énormément de choses que vous pouvez faire avec ces données de la Search Console. Je passe maintenant, avant de me faire engueuler, à la question. Vous êtes prêts? Ah non, j'ai quelques conseils avant, désolé. Je fais vite. Première chose, faites des dashboards moches. Première chose, ça doit fonctionner. Les gens, ce qu'ils ont besoin avec un dashboard, c'est ils ont besoin d'avoir accès à de la data. Très souvent, ils s'en foutent que ce soit joli. Donc, faites quelque chose de dégueulasse, mais qui fonctionne. Et ensuite, dans 3 mois, vous faites un truc joli. 1, ils verront la différence. Et 2, vous avez plus de temps pour travailler ce que vous voulez. Deuxième chose, utilisez les paramètres. Alors ça, c'est un truc un peu plus avancé déjà en Data Studio. Mais les paramètres permettent à l'utilisateur d'interagir et de choisir. Vous avez vu le changement de date que j'ai fait? C'est typiquement un paramètre. Donc ça, c'est hyper utile et ça rend votre dashboard beaucoup plus interactif. Et enfin, utilisez la liaison BigQuery Data Studio. 1, parce que c'est beaucoup plus rapide. Et 2, parce que vous pouvez faire tourner tous les calculs la nuit et éviter de faire tourner le calcul quand vous avez besoin de la donnée. Vous savez, c'est l'effet quand j'en ai besoin, c'est là où ça marche plus. Là, c'est pareil. Là, en l'occurrence, ce dashboard a marché.